Et bonjour à tous, vous êtes sur le Francophone. Aujourd'hui, on parle des unités de soins intensifs complets dans les avions sur les vols intercontinentaux avec un invité bien spécial. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Hey, salut Mathieu. Aujourd'hui, on a un invité bien spécial, comme je disais en entrée de jeu, docteur Nicolas Peschanski. Alors, bonjour, Doc Nico, mieux connu sous ce nom sur Twitter. Bonjour à tous et merci de m'avoir convié à vous parler de cette expérience particulière. Ça me fait plaisir. Comment ça va, Mathieu? Ah, ça va super bien, je suis vraiment excité parce qu'on a vu passer ça beaucoup dans les nouvelles ou sur Twitter, là, à toutes les missions Hippocampe, puis on sait que Doc Nico en a fait, donc on va pouvoir avoir son expérience à lui. Parce que moi, je trouve ça, je sais pas toi Yann, là, mais moi, je trouve ça fantastique de dire, comme tu as dit en entrée de jeu, c'est littéralement une unité de soins intensifs dans un avion à 35 000 pieds dans les airs dans un vol transcontinental. Moi, je trouve ça super. Oui, absolument. Puis surtout, si on compare à ce que nous, on fait au Québec, on est probablement dans les balbutiements et on n'est pas à leur cheville, donc ça va vraiment être intéressant de parler de ça. Avant de parler de ces missions-là qu'on appelle les missions Hippocampe, Doc Nico, est-ce que tu voudrais te présenter un peu pour les auditeurs hors de France qui te connaîtraient un peu moins? Bien sûr, hein, mais je m'appelle donc Nicolas Peschanski, je suis ce qu'on appelle praticien hospitalier, donc consultant un petit peu comme on peut dire chez vous, en médecine d'urgence depuis maintenant d'une vingtaine d'années et depuis plus récemment professeur associé de médecine d'urgence à la faculté de médecine de l'Université de Rennes 1. Parfait. Alors, on va y aller directement. Donc, peux-tu nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est l'émission Hippocampe, un peu l'historique de ça et qu'est-ce qui a amené à ce besoin-là pour la France et ses dom-toms? Oui, alors pour vous faire un rapide historique, en fait, lors de la première vague de la pandémie Covid-19, l'Est de la France et la région parisienne ont été très fortement impactés par le nombre de malades arrivant en détresse vitale et nécessitant des soins de réanimation et donc des unités de soins intensifs. Et assez rapidement, avec SAMU Urgence de France, on a l'habitude des transferts de malades critiques et on a mis au point en fait des transferts en gros volume, si je puis dire, de ces malades. Il s'avère qu'en 2019, on avait fait un exercice de médecine de catastrophe pour envisager le rapatriement rapide de patients critiques vers Paris à l'aide d'un moyen terrestre, hein, par le train. Donc, on avait fait un exercice de médicalisation de patients critiques dans un TGV. Et ce concept a été en fait mis en pratique assez rapidement lors de la première vague avec des transferts qu'on a appelés les opérations Chardon, qui étaient donc des transferts de patients dans des rames de train à grande vitesse qui ont permis de délester les réanimations de l'Est de la France et de la région parisienne vers des régions qui ont été moins touchées, en particulier dans le nord et dans l'ouest de la France. On en a tiré une expérience et un retour d'expérience assez important avec une expertise qui a vu le jour. Et avec cette quatrième vague qui a touché la France depuis le mois de juillet et particulièrement impacté les DOM-TOM en la personne de la Martinique et de la Guadeloupe dans les Caraïbes, on a voulu appliquer le même principe de pont sanitaire pour essayer de soulager la surcharge de patients admis dans les services de soins intensifs en fait, des îles des DOM-TOM. Et Alors, si je en ne me fait, trompe pas, la première mission a été la mission Hippocampe 1, mais je crois que vous avez été plus vers la Réunion, hein, je pense, en début. voilà. Donc, lors de la deuxième vague, il y a eu un premier transfert de malades. Alors, je n'ai pas l'histoire précise en tête, mais je veux savoir si c'était 4 ou 6 malades. Mais donc, déjà, un avion de ligne qui a été affrété à partir de la Réunion jusqu'à Paris, donc un vol de 11 heures avec des malades critiques, hein, intubés, ventilés, sédatés, qui ont été transférés donc des services de réanimation de la Réunion jusqu'à Paris, avec déjà la possibilité de voir qu'on pouvait assurer une réanimation en vol sur un long courrier
avec des équipes dédiées, du matériel dédié, puisqu'on a utilisé exactement les mêmes kits qui ont été utilisés dans les TGV. Et encore une fois, on a tiré de cette expérience la possibilité d'envisager de transposer comme ça les équipes pour aller chercher des patients critiques sur des très longues distances, avec la participation de la Direction générale de l'aviation civile, des compagnies aériennes, donc en tout premier lieu Air Caraïbes, sans faire de la publicité, mais qui a répondu favorablement au fait d'équiper leurs avions sur un versant sanitaire et puis avec toute la logistique autour aussi de sécurisation de l'oxygène, puisque c'est de l'oxygène aéronautique et avec des gros volumes. À l'heure actuelle, sur la mission Hippocampe, on embarque un peu plus de 1,5 tonne de matériel pour chaque rotation, donc ça fait une très grosse logistique à organiser. On parle des missions Hippocampe, mais d'où vient le nom Hippocampe? Alors, Hippocampe, ça vient du nom de la première mission de Medevac, vous dites chez vous, on dit Evasan chez nous, de La Réunion vers Paris, puisque, a priori, c'est la mascotte des gens qui font les évacuations sanitaires depuis La Réunion vers la métropole. Et donc, la première mission s'est appelée Hippocampe à cause de cette mascotte. Voilà. Oui, maintenant, 3 mois après le début des missions, je crois qu'on est rendu, tu me disais tout à l'heure que Hippocampe 10 va commencer demain. Donc, ça ressemble à quoi le volume de patients que vous ramenez, là, par exemple, par semaine, là, avec une mission Hippocampe? Oui, alors effectivement, il y a eu une montée en puissance. Le premier vol de la Réunion, Hippocampe 1, c'était 4 ou 6 malades. Les 2 premiers vols sur les Antilles, donc qui ont intéressé la Martinique, c'était 6 malades. Et on a progressivement appris voilà, de nos pratiques et on est monté en puissance d'abord à 8 patients sur Hippocampe 3, puis 10 patients sur Hippocampe 4 et 5. Et donc maintenant, on a des rotations de 12 patients. C'est des Airbus A350 avec donc 12 brancards qui sont installés dans l'avion, qui sont fixés à la carlingue. On ne pourra pas aller au-delà compte tenu de la nécessité de préserver des espaces séparés entre chaque malade, mais ça permet à l'heure actuelle, où il y a 4 rotations par semaine sur les Antilles, d'évacuer 48 malades par semaine, donc 24 de Martinique et 24 de Guadeloupe. Alors, essentiellement, les patients que vous évacuez, est-ce que c'est les patients les plus malades ou c'est des patients qui sont plus facilement transportables, le but étant de réduire la surcharge du nombre de patients dans les dom-toms ou vraiment vous évacuez ceux qui sont dans l'état les plus catastrophiques? Alors, il y a effectivement une sélection de patients qui est faite sur la possibilité de supporter un transport sur tout compris une quinzaine d'heures. Donc, ça nécessite que le patient soit suffisamment stable pour supporter une réanimation de transport, donc sur un brancard qui n'est pas un matelas de lit de réanimation, par exemple ventilé ou des choses comme ça, où les soins de nursing vont être donnés tout comme dans un service de réanimation, mais qui vont être plus difficiles à organiser sur le plan logistique et manutention. Donc, il y a un certain nombre de choses de prérequis pour le transport. Et en fait, ce qui est demandé, c'est une stabilité sur les modes respiratoires et hémodynamiques depuis 48 heures, si je schématise un petit peu, avec des limitations aussi en termes de nécessité de FiO2, puisque la grosse problématique du transfert transatlantique ou transcontinental en tout cas, c'est les réserves d'oxygène, puisque on embarque tout l'oxygène nécessaire et au-delà pour prévoir si les patients se dégradent, bien sûr. Et c'est la principale limite logistique à ces missions. Donc, ça nécessite des patients, par exemple, qui n'ont pas fait de décubitus ventral depuis 48 heures et qui sont stables sur le plan hémodynamique depuis 24 à 48 heures. Ils peuvent être sous amine. Ça, c'est pas une problématique, mais ils doivent plus avoir à être, par exemple, transfusés ou des grosses modifications thérapeutiques pendant le vol. Ils sont graves, mais suffisamment stables pour supporter donc une réanimation de transport longue d'une quinzaine d'heures. Donc, aucun patient en décubitus ventral. Non. J'ai vu que Dr Lameau a peut-être ramené possiblement un patient en ECMO. Est-ce que c'est bien le cas? Puis est-ce que tu as un peu d'informations sur ce cas-là ou c'était
un événement isolé ou c'est quelque chose que vous voulez développer? Je n'étais pas sur le vol où ça a eu lieu, mais a priori, il y a eu un transfert de malades isolés en ECMO, mais dont l'ECMO avait déjà été mis en place en Martinique. Mhm. Voilà, et qui a été assuré par le docteur Lameau du SAMU de Paris, effectivement. Là où on se pose la question des transferts de patients sous ECMO, c'est par exemple pour envisager d'économiser de l'oxygène, par exemple, puisqu'on sait qu'il y a moins de consommation des réserves d'oxygène sous ECMO que sous ventilateur, en particulier des patients les plus graves. Donc, c'est quelque chose qui est à l'étude. Est-ce que ça va être le cas ou pas? En dehors de l'exception, je ne sais pas encore et ça n'a pas été acté qu'il y aurait par exemple un hippocampe spécial ECMO avec par exemple 4 malades sous ECMO. Enfin voilà, c'est pas, je ne suis pas dans le comité directeur, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est au programme à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose sur lequel on peut, par exemple, s'interroger si jamais on envisage une mission hippocampe sur la Polynésie, puisque la Polynésie, c'est 17 heures de vol et que c'est une autre problématique en termes de ressources humaines et en termes de ressources d'oxygène, bien sûr. C'est quand même absolument incroyable d'avoir fait de l'ECMO dans un avion sur une durée de 8 heures de vol. Là. Il faut quand même le souligner. On le sait tous que en France, à Paris particulièrement, l'ECMO dans la rue est quelque chose de fort développé. Si on compare à chez nous ici, on n'a pas encore ce genre de technologie-là ou d'expertise-là, je devrais dire. Mais quand même, je pense qu'il faut le saluer. C'est vraiment exceptionnel. En fait, ce que je me demandais aussi également, puis je pense que nos auditeurs se le demandent, en termes de mission, à partir du moment que vous partez de Paris, vous arrivez dans le Dom-Tom, on va dire par exemple à Martinique, la durée de la mission complète est de combien d'heures et juste un peu la logistique lorsque vous arrivez là-bas. J'imagine que les patients ont déjà un pré-triage de fait. Alors, peux-tu nous expliquer? Ouais. Il y a une cellule logistique qui est basée au SAMU de Paris, hein, où en fait, comme j'expliquais, il y a maintenant une réserve stratégique de kits de réanimation individualisés, c'est-à-dire des grosses valises, un peu comme des grosses valises militaires, dans lesquelles il y a tout pour traiter un patient de réanimation. Tout ça est préparé par les logisticiens du SAMU de Paris. C'est déjà à bord de l'avion lorsque l'équipe médicale se présente, donc mettons qu'on arrive un matin. On a un briefing sur les modifications entraînées par l'aéronautique, bien sûr, sur le déroulé de la mission en termes logistiques, sur quelle va être la répartition des tâches de chacun, hein, donc médecin, infirmier anesthésiste, hein, ce qui correspond chez vous à des infirmiers de soins intensifs et infirmiers d'urgence. On est tous répartis en trio, c'est-à-dire qu'il y a un médecin, un infirmier anesthésiste, un infirmier pour 2 malades. Donc, chaque trio s'occupe de 2 malades. Donc, ce qui veut dire que pour les 12 malades actuellement qui sont transférés, il y a donc 6 trios, plus des superviseurs médecins et des superviseurs soignants, donc infirmiers, infirmiers anesthésistes et logisticiens. Donc, tout est réglé comme du papier à musique. Sur le vol aller, on a donc tous les briefings d'organisation. On regarde quelles sont les contraintes liées au fait que tout le matériel doit être fixé, tout doit être fait, vérifié, bien sûr, puisque le malade lui-même va être ceinturé au moment du décollage et de la phase d'atterrissage. On vérifie bien sûr le contenu et on prend connaissance du matériel pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est des matériels assez standards qu'on utilise dans tous les SAMU en France. Les équipes font aussi connaissance puisque c'est des équipes qui viennent de partout en France, de tous les SAMU de France. Il s'avère que c'est assez rapide puisqu'on travaille grosso modo tous de la même façon et donc les choses sont très très fluides et l'apprentissage, j'allais dire, est rapide. On embarque également des secouristes, des associations de secouristes pour nous aider à la manutention des malades dans l'appareil. On arrive sur place donc avec un décalage horaire de 6 heures, donc en milieu d'après-midi. On prend connaissance des dossiers des patients qui ont été présélectionnés. Il y a les superviseurs qui vont revoir tous les malades présélectionnés pour voir s'ils sont toujours stables et transportables depuis les 24 heures précédentes où on a listé ces patients, à savoir qu'ils sont tous numérotés pour que leur positionnement dans l'avion soit bien précis. Hein. Il y a une question d'équilibrage, il y a une question de stockage d'oxygène pour chaque malade en fonction de ses besoins.
Euh, Ensuite, on va se reposer un peu, dormir le maximum et bien se nourrir surtout, puisque en fait, c'est l'intensité de la prise en charge, c'est surtout sur le retour. Le lendemain matin, on prépare chaque poste médical dans l'avion. Et puis, en début d'après-midi, on commence les rotations sur les services de réanimation pour ramener les malades en convoi dans un ordre bien précis, de façon à ce qu'on puisse les faire rentrer un par un dans l'avion, à savoir que les malades les plus graves sont chargés en dernier pour limiter la durée déjà et pour qu'ils puissent être évacués le plus rapidement possible une fois l'arrivée à Paris à l'atterrissage. Et tout ça représente à peu près 4 à 5 heures de prise en charge, hein, un peu. Au fur et à mesure des missions, une amélioration de ces délais, puisqu'on a de plus en plus de solutions. Donc ça, c'est une phase assez importante. Comment se déroule le vol? On s'envole en fin d'après-midi, début de soirée. Et là, il y a toute une phase en fait, d'adaptation. On a 2 mini-laboratoires à l'arrière de l'avion, de façon à vérifier l'oxygénation des patients, hein, par des gaz du sang. Donc, il y a des gaz du sang pour chaque malade qui sont réalisés avant le décollage. Et puis, à la phase d'altitude de croisière et de pressurisation de la cabine, on contrôle à nouveau les gaz du sang pour ajuster nos paramètres de ventilation, sachant que, contrairement à un vol commercial pour lequel la pressurisation est établie entre 2200 et 2300 mètres d'altitude, là, les avions sont pressurisés à une altitude aux alentours de 1500 mètres. Donc, en limitant l'hypoxie liée à cette pressurisation. Restez-vous au chevet tout le long du vol intercontinental? Voilà, on reste auprès des malades tout le long du vol. Alors parfois avec des rotations, quand le malade est bien stable pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ben, ça nous permet d'aller un petit peu nous reposer dans les zones qui sont hors zone septique, si je puis dire, puisqu'il y a différentes zones qui sont établies dans l'avion avec un sens pour le déshabillage et un sens pour l'habillage en tenue d'équipement de protection individuelle. Donc, grosso modo, un 48 heures de mission. Et là, j'imagine que de surveiller ces patients-là à tout instant en prenant en compte tous les paramètres que tu viens d'expliquer, la pressurisation, l'oxygène, les problèmes hypoxiques, les risques de barotrauma. J'imagine que ça doit être extrêmement épuisant. Mais une fois qu'on est dans l'aéronef, là, puis vous avez les EPI en place, on sait que dans les aéronefs, l'air est plus sec, on a plus de risques de déshydratation et autres. Comment toi, tu as vécu ça personnellement? Alors, il s'avère que j'ai eu une combinaison complète à la prise en charge de mes deux malades. Et comme vous savez, la Martinique où je me suis rendu, bah, sous les tropiques, hein, donc il faisait 32-33 degrés avec une combinaison intégrale, le masque, le N95 sur le nez. Enfin bref, j'ai beaucoup transpiré sur la phase où j'ai été chercher le patient. Donc en gros, je suis resté 3 heures et demie habillé en combinaison intégrale dans l'avion avant de partir. Et ça, en tout cas, j'étais très humide, voire liquide, en dessous de la combinaison. Il s'avère que dans les zones non septiques qui étaient séparées de l'avion, hein, vers l'avant de l'avion, là où il y a les classes business habituellement, donc il y avait les zones de déshabillage et d'habillage. Et donc, après cette phase qui était un peu pénible, on a été mettre des EPI standards et ça a permis de se changer d'absorber plus facilement le fait de porter des EPI. Et chaque personnel s'est changé à peu près toutes les 2 heures comme ça, de façon à pouvoir renouveler sa tenue, se donner un petit coup de frais. Et finalement, ça n'a pas été très compliqué. C'est pas plus compliqué que lorsqu'on fait un transfert d'un patient critique en ambulance. Tout à l'heure, tu disais Ouais. 48 patients environ par semaine qui sont évacués. Jusqu'à présent, Ouais. votre taux de décès en vol ressemble à quoi? Aucun décès en vol. Aucun. Wow. Non, aucun C'est quand même un succès. Je pense que j'imagine c'est tout à votre honneur et tout le travail que vous faites, mais je pense que d'avoir aucun décès, je comprends que les patients sont peut-être bien triés, mais il faut quand même le souligner que vous avez réussi à ramener vers la France tous ces patients-là sans aucune complication C'est vrai, funeste. hein. C'est extra. Voilà. Oui, extra. on a tous connu, voilà, parfois des phénomènes qui sont des phénomènes qu'on peut rencontrer dans n'importe quel service de soins intensifs, hein.
des bradycardies ou des désaturations, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu à déplorer soit quelque chose de grave mettant en cause tout de suite euh, le pronostic vital ou un décès. Donc c'est vrai que pour l'instant, on est très heureux de ce résultat. On espère le maintenir, bien sûr. Et c'est vrai que plus il y a eu d'expérience, plus il y a eu de retour d'expérience, plus on a pu affiner aussi la prise en compte des risques qu'on pouvait contrôler. Et c'est vrai qu'on a tendance aussi, je pense, à prendre des malades qui sont de plus en plus graves, mais avec les connaissances qui s'améliorent, on sait aussi de mieux en mieux les préparer et assurer le fait qu'il n'y ait pas de complications majeures pendant le vol. La logistique doit être absolument phénoménale à réfléchir et à mettre en place. Mais d'un point de vue, si on y va un peu plus côté humain, côté docteur, toi, ce genre de mission-là que tu as fait et que tu vas probablement refaire, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vision ou bien de la maladie, de la COVID ou de ta pratique générale? Comment tu vois ça, ce genre de mission-là, à s'intégrer dans ta carrière actuellement? Alors, pour être très clair et pour parler vraiment à cœur ouvert, je ne pensais pas vivre ça une fois dans ma carrière. D'abord parce que je suis pas réanimateur moi-même. Je travaille dans un service d'urgence et un SAMU. Alors au SAMU en France, c'est quelque chose que vous n'avez pas en Amérique du Nord, mais donc on assure le transfert des patients critiques et surtout dans les SAMU de centres hospitaliers universitaires, on a l'habitude de transférer les patients les plus graves, mais à chaque fois c'est quelque chose d'individuel ou au maximum un convoi peut-être de deux malades, mais jamais dans cette dimension. Il faut reconnaître que sous l'impulsion des gens qui ont déjà prévu les opérations Chardon, il y a vraiment une dimension d'expertise qui est arrivée avec maintenant la capacité finalement de transposer ces transferts de malades graves dans à peu près n'importe quel vecteur possible. Pourquoi pas envisager ça en bateau? Pourquoi pas envisager ça encore une fois sur des trains peut-être plus longs. Enfin voilà, donc c'est vrai que là il y a des gens qui ont vraiment réfléchi à cette situation et c'est tout à leur honneur d'avoir pu mettre en marche cette lourde logistique, puisque c'est à chaque fois plus d'1,5 tonne de matériel qui est embarqué dans l'avion avant même que nous on mette le pied dedans et tout est fixé, toutes les réserves sont vérifiées, donc c'est vraiment une chaîne humaine assez impressionnante et moi je ne pensais pas vivre quelque chose d'aussi intense sur une durée aussi importante. À vrai dire, comme tu disais, le vol de retour est épuisant, mais en même temps il est tellement intense que j'ai même pas eu l'impression que c'était très long. Tu as l'impression d'être toujours aux aguets, toujours avoir quelque chose à faire. Il y a beaucoup de solidarité dans l'avion quand on a une problématique. Voilà, il faudrait qu'on adapte un médicament ou des choses comme ça. On a toujours quelqu'un pour donner conseil et c'est vraiment quelque chose qui est à la fois très réglé comme du papier à musique et puis il y a toujours la possibilité d'avoir une aide. Il y a la possibilité, même dans l'avion, de mettre une ECMO. Chaque avion part avec un matériel d'ECMO possible. Donc, ça, c'est l'expertise du SAMU de Paris qui a été mis à notre service. Alors, il y a toujours avec nous quelqu'un qui sait faire une cannulation, etc. Mais voilà, heureusement, on n'a pas eu à le faire. Mais même ça a été prévu et c'est vraiment toute la force des gens qui ont réfléchi à ces missions d'avoir prévu le pire. Comme dans un service de réanimation, mais sur un aéronef qui traverse l'Atlantique. Wow. Merci, Doc Nico. Ça fut extrêmement intéressant. C'est incroyable de voir tout le travail que vous avez fait à la vitesse que vous l'avez fait. Je pense que partout à travers la planète, on a vu que lorsque on décide de faire fi un peu de la bureaucratie, la paperasse et d'aller un peu rapidement, ben, on est capable de faire des choses extraordinaires. Je pense que ça en est la preuve vivante. Je tiens aussi à remercier directement mais la Direction générale de la santé de notre ministère de la Santé qui a été très réactif. Et effectivement, quand on se parle directement, les gens de terrain, avec les gens qui décident dans la haute administration et qu'on se met d'accord sur des choses comme ça peut donner des choses sensationnelles comme ces missions Hippocampe. Un énorme merci, Doc Nico. Je suggère à tout le monde de suivre Doc Nico sur Twitter. Toujours très intéressant, des commentaires pertinents et extrêmement à point. Alors, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes habituelles, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify,
venez nous rejoindre sur Twitter pour parler de ce sujet-là ou autre. Alors, merci beaucoup. J'espère qu'on va te revoir pour un autre podcast éventuellement sur d'autres sujets. Je sais que l'histoire de la médecine te passionne. C'est également un sujet qu'on aime beaucoup. Alors, peut-être, qui sait, un jour, on va pouvoir se parler de d'autres sujets beaucoup plus différents, mais intéressants. Merci. Au revoir. Salut tout le monde. Merci encore, Doc Nico. C'était super intéressant. Au revoir, ça me ferait très grand plaisir. Et merci beaucoup pour cette invitation. À très bientôt. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.